Partons de la gare centrale de Matsue. Quittons celle-ci par la sortie nord, puis prenons à droite pour emprunter le grand pont à proximité. Il faut marcher ensuite jusqu'au McDonald's, puis bifurquer sur la droite. On traverse une rivière, on continue notre route, encore un peu, jusqu'à tourner à gauche au niveau du supermarché Mishimaya. Encore quelques pas pour arriver à notre destination, le sanctuaire Suikei Jinja. Il faut en tout une bonne demi-heure. Situé à l'est du parc Rakusan, cet endroit semble délaissé. Une pierre rectangulaire, dont l'inscription est presque effacée, nous indique le nom du sanctuaire. Un peu plus loin, un toli, où l'on a accroché une corde Shimenawa, défraîchie, marque la véritable entrée. En automne, le sol est tapissé de feuilles mortes que le vent a éparpillées un peu partout de manière anarchique. Le long de l'allée, qui mène au bâtiment de culte, plusieurs statues de Komainu et de Kitsune sont recouvertes de taches blanches, signe de l'usure du temps. Une vieille mousse à moitié jaunie s'est installée ici et là. De grands arbres entourent ce lieu paisible. Peu de personnes s'y aventurent, hormis pour admirer un dragon sculpté dans le bois à l'arrière du bâtiment principal. Peut-être ce lieu, à l'écart des grands sites touristiques, n'est-il ni assez attractif, ni assez original. Ou, peut-être, a-t-on peur de l'esprit vengeur confiné dans ce lieu depuis plusieurs siècles. Le sanctuaire Suikei Jinja a été construit en 1733 par le seigneur de Matsue pour conjurer les malédictions qui frappaient son clan et apaiser l'esprit d'un homme, celui d'Ono Takatoshi, le Kengyo, c'est-à-dire la personne qui était chargée de diriger un sanctuaire, le Kengyo du sanctuaire Hinomisaki Jinja, qui est localisé à Izumo. Ce lieu sacré, vieux d'au moins un millénaire, était à l'époque vénéré, comme son voisin Izumo Taisha, par la cour impériale et les grands seigneurs. Ono Takatoshi serait la 86e génération d'une famille prestigieuse qui aurait pour ancêtre la divinité Susanoo no Mikoto. C'est cet homme que le seigneur de Matsue, Matsudaira Tsunataka, bannit du continent durant l'été de l'année 1673. La femme d'Ono Takatoshi serait à l'origine du conflit entre les deux hommes. Il existe plusieurs variantes de l'histoire qui se seraient modifiées au fil des siècles. L'une des sources principales est le Un-Yo Hijiki, un récit des actes du clan Matsudaira du domaine de Matsue jusqu'à la 6e génération. Ce récit a été écrit probablement au début du XIXe siècle, soit plus de 200 ans après les événements de notre histoire. Le récit que je vais ici retracer se base sur plusieurs ouvrages
et références internet qui relatent cette histoire. Nous sommes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La période des guerres civiles s'est achevée et désormais le pays nippon est en paix sous la domination du shogunat des Tokugawa. Le château de Matsue, lui, a une cinquantaine d'années d'existence. Une branche du clan Matsudaira a depuis peu succédé au premier seigneur de Matsue. Nous sommes déjà à la deuxième génération. L'histoire débute par la visite du daimyo, donc le seigneur, Matsudaira Tsunataka, au sanctuaire Hinomisaki Jinja, situé à Izumo. Il est accueilli par le Kengyo du sanctuaire, qui est Ono Takatoshi, et celui-ci décide, pour divertir son invité, d'organiser le soir un spectacle musical. Ono y joue du shakuhachi, une flûte traditionnelle japonaise, et est accompagné au koto, instrument à cordes traditionnel, par sa jeune épouse. Celle-ci, selon certaines traditions, serait la fille de Kamiya Bingo, un serviteur du clan Matsudaira du domaine de Matsue. Lors de cette soirée, le seigneur fut captivé par la beauté de la jeune femme. Jaloux, il essaya d'abord de faire divorcer le couple afin de faire de cette jeune femme sa concubine. Face à leur refus, il chercha un moyen pour se débarrasser de son rival. Il finit par accuser Ono d'avoir des pouvoirs maléfiques, notamment celui d'empêcher les bateaux de naviguer. Le 2 août 1673, Ono fut exilé sur l'île de Nakanoshima, qui fait partie des îles Oki. 4 îles constituent cet archipel isolé, localisé à une cinquantaine de kilomètres des côtes de la péninsule de Shimane. Okinoshima, Nishinoshima, Nakanoshima et Chibulijima. Loin de son épouse, Ono trompait sa solitude à gravir le plus haut mont de l'île, duquel il pouvait apercevoir le pays d'Izumo. Il s'occupait en découpant des nigités, papier blanc sacré, plié en zigzag, qu'il jetait dans la mer. Il se disait que si sa rancune atteignait le château de Matsue, alors ce ruban blanc se leverait et flotterait dans la mer. Mais son vœu restait lettre morte. Il recommença ainsi pendant 100 jours. Alors qu'il redescendait la montagne, un vieillard aux cheveux blancs lui apparut. Il lui confia qu'il n'était pas encore prêt et qu'il devait attendre encore 50 jours. À la fin de cette période, les banderoles de papier finirent par flotter sur la mer. Pendant ce temps, son épouse s'était toujours refusée aux avances du seigneur Tsunataka. Elle restait dans la résidence de sa famille paternelle, prétextant des saignements chroniques pour rester loin du château de Matsue. Un jour, un faucon blanc fut retrouvé sur une plage du port de Kaka, dans le district de Shimane. À ne pas confondre
avec la région, au nord-ouest de l'actuelle ville de Matsue. Présenté au seigneur Tsunataka, celui-ci aurait pris peur en reconnaissant à travers le visage du faucon la figure du Kengyo Ono Takatoshi. Le faucon fut donc par la suite relâché. Pendant ce temps, Ono cherchait désespérément un moyen pour communiquer avec son épouse restée sur le continent. Or, il aperçut le faucon blanc qui avait volé jusqu'aux îles Oki. Il l'attira auprès de lui et, dans son manteau blanc, il découpa un morceau et y gribouilla un message avec son propre sang. Ainsi, il put établir un message qu'il confia au faucon qui s'envola pour délivrer le précieux courrier. Quelques jours plus tard, le faucon atterrit à la résidence des Kamiya. On transmit la missive à la femme d'Ono. Celle-ci décida de renvoyer le faucon avec de quoi écrire et un message exprimant sa fidélité absolue à son mari. Le faucon repartit donc en sens inverse. Mais, épuisé par le voyage, celui-ci décéda en chemin. Son corps fut retrouvé peu après par Ono. Désespéré, celui-ci tomba dans un profond désespoir, développa une forte animosité envers le seigneur de Matsue et se priva de nourriture pendant plusieurs jours jusqu'à en mourir. Il existe d'autres versions de cette histoire. Alors, selon une autre théorie, on raconte que le Kengyo Ono Takatoshi ne se serait pas suicidé, mais aurait vécu reclus sur l'île de Nakanoshima au sein du temple bouddhiste Genpukuji. Ce dernier aurait pendant longtemps conservé une série d'objets utilisés par le Kengyo. Cet ancien temple est connu pour avoir été aussi la résidence de l'empereur Go-Toba, qui lui aussi a été exilé sur l'île de Nakanoshima. Et c'est passé au début du XIIIe siècle. Alors ce temple se situe à proximité du sanctuaire Okijinja, donc sur l'île de Nakanoshima. Autre théorie qui existe par rapport au Kengyo, celui d'un parchemin conservé au sanctuaire de Hinmisaki Jinja, mais pas celui d'Izumo, celui qui se trouve sur l'île de Nakanoshima, qui conserve un parchemin qu'on attribue au Kengyo Ono Takatoshi. Autre théorie, on pense que le Kengyo serait enterré sur l'île voisine de Chibulijima sous un gorinto. Donc un gorinto, c'est une pagode en pierre à 5 anneaux. Pourquoi cette théorie? Parce qu'il existe un endroit qui s'appelle le champ du Kengyo, qui se trouve non loin de cette pagode. Et ce nom fait référence peut-être au Kengyo Ono Takatoshi. Alors, quoi qu'il en soit de la véracité de cette histoire, on constate qu'une série de malheurs frappe le clan Matsudaira et la région de Matsue à cette époque. Non seulement une famine touche la région, mais la santé de Tsunataka décline et celui-ci décède d'une maladie inconnue en 1675.
soit 2 ans après les événements de cette histoire. On finit par attribuer cette mort précoce à une malédiction qu'aurait lancée Ono sur le clan Matsudaira. Ce qui explique que quelques dizaines d'années plus tard, le seigneur Matsudaira Nobutsu, donc qui est le descendant de Tsunataka, décide d'établir un sanctuaire sur la colline Rakuzan pour y enchasser l'âme du prêtre de Hinumisaki Jinja. Il existe d'autres sanctuaires un peu similaires. Il existe par exemple un sanctuaire Hokola, donc un petit sanctuaire, au sein du sanctuaire Okijinja, sur l'île de Nakanoshima. Mais aussi, il existe un sanctuaire Suikejinja, non loin du sanctuaire Hinumisaki. En tout, il y a 3 sanctuaires, donc du nom de Suikejinja. Alors, cette histoire, semi-légendaire, semble avoir pendant longtemps marqué les esprits. Les locaux auraient vu dans l'esprit vengeur d'Ono une force surnaturelle capable d'éloigner les insectes nuisibles. Ainsi, à Hama, près du petit Hokola, donc petit sanctuaire, se déroulait chaque année, en mai, après la fin de la plantation du riz, un festival en l'honneur du Kengyo. Les locaux lui offraient alors un spectacle de danse de Kagura. Et ils emportaient avec eux du sable sacré qu'ils répandaient par la suite sur leurs champs. Autre signe de postérité, c'est le récit qu'en fait Lafcadio Hearn dans son ouvrage Glimpse of Unfamiliar Japan, publié en 1894. Donc Lafcadio Hearn est un écrivain irlandais qui a vécu à Matsue à la fin du XIXe siècle. Et il a notamment raconté beaucoup les légendes de cette région dans plusieurs ouvrages. Et dans la partie consacrée au sanctuaire Hinumisaki Jinja qu'il visite, il propose sa propre version de l'histoire. Il nous raconte ainsi que le daimyo de Matsue, donc le seigneur de Matsue, s'est rendu au sanctuaire Hinumisaki Jinja et qu'il serait tombé sous le charme de l'épouse du Kengyo. Mais cette dernière se serait refusée au seigneur qui, pour se venger, aurait banni son mari dans les îles Oki. La première partie de l'histoire est similaire à celle que j'ai racontée. C'est la suite qui change. Le Kengyo est mort peu après. Apprenant la nouvelle, le daimyo aurait convoqué dans la foulée le père de la jeune veuve. Celui-ci était Kamiya, l'un de ses plus nobles serviteurs. Le lendemain, Kamiya arriva, se prosterna devant son seigneur, se retira, puis revint en plaçant devant son maître un seau. Celui-ci contenait la tête coupée de sa fille. Il dit alors ces mots: « Voici ma fille, morte de son propre gré, mais jamais déshonorée. »